L'Office de tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole, l'espace d'un séjour, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et dans la France à découvrir, nous partons donc ce soir dans le sud pour cette ville de l'Hérault à l'attractivité étonnante. Située sur la route entre l'Espagne et l'Italie, avec comme ligne d'horizon les Cévennes, les Pyrénées, la Méditerranée, déjà, ça part très bien. En plus, notre destination de ce soir à Milan. Elle est toujours entourée de vignes, de chênes-lièges, de romarins, survolée par les flamants roses et baignée d'une lumière particulière. Aujourd'hui, en plus d'un patrimoine architectural exceptionnel, on y trouve un étonnant musée de l'anatomie humaine, un centre d'art contemporain remarquable, une cathédrale forteresse, un art de vivre festif et décomplexé, une cuisine méditerranéenne riche et savoureuse, un vignoble dynamique et enchanteur. Et les 80 000 étudiants qui la peuplent sont plutôt heureux d'avoir la Méditerranée à 10 bornes pour aller réviser sur la plage. Ah oui, on est plutôt pas mal à Montpellier. Et si vous restez à l'écoute de cette émission, sachez que vous risquez d'être victime de son immense pouvoir de séduction que nous allons vous faire partager ce soir. Montpellier est en plus majoritairement représenté sur ce plateau par des femmes. Donc c'est tout bonheur. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et ce soir, nous accueillons Marie-Dominique Bellamy, directrice de l'Office de tourisme de Montpellier Métropole. Bonsoir Marie-Dominique. Marido, on dit, hein? Marido, bonsoir Christophe. On se connaît maintenant tellement bien. Valérie Paduano, Val, responsable presse de l'Office de tourisme de Montpellier Métropole, qui nous dira pourquoi Montpellier, ça parle aux amoureux du sport. Bonsoir Christophe. Et nous accueillerons aussi Jacques Pourcel, chef étoilé du Jardin d'Essence à Montpellier. Bruno Martinez, guide conférencier de l'Office de tourisme de Montpellier, et Diane Losfeld, qui est propriétaire de l'étonnant château de Langaran, vigneronne, et qui possède évidemment son propre vignoble, et qui nous parlera de cet endroit absolument fabuleux. D'abord, des endroits fabuleux, à Montpellier, il y en a plein. Le premier, quand on arrive, et moi j'ai ce souvenir incroyable, quand on déboule de la gare Saint-Roch, on arrive sur un plateau piétonnier immense, et on se dit, tiens, c'est marrant, dans cette ville, il n'y a pas de stress. On commence tout de suite par marcher, on est bien, et ça c'est vachement agréable. On est d'accord ? On est d'accord. Et comment ça se fait qu'il y a un vaste plateau piétonnier qui date de quand comme ça, il est depuis longtemps installé, ce plateau? Oui, avant les années 70. Toute la partie piétonne qui existe aujourd'hui, c'est une évolution logique. Vous parliez de l'arrivée par la rue Maglone sur la place de la Comédie, historiquement place de l'Œuf, oui, où se tient l'ancien opéra, l'Opéra Comédie, et qui ensuite, cette place de la Comédie se prolonge avec l'esplanade, on appelle l'Esplat, et qui va jusqu'au Palais des Congrès du Quorum. Donc en fait, la première impression du visiteur, c'est un espace immense. Alors nous, on dit que c'est aussi grand que la Piazza San Marco. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Bien sûr. Et en fait, tout cet espace est piétonnier avec des terrasses de café, des restaurants, oui, de la verdure, des platanes. Et c'est voué à évoluer avec... on veut devenir une ville-parc. Donc, dans les 5 ans qui viennent, ce sera encore plus végétalisé sur cet espace. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est au cœur d'une ville festive et décomplexée. Ça fait partie de ces impressions qu'on a dans la ville tout de suite en arrivant. Eh bien, Montpellier, on vient comme on est, en fait. Il y a une population qui est extrêmement riche, les 80 000 étudiants dont vous parlez, mais il y a aussi des artistes qui y vivent toute l'année, des écrivains, des auteurs de théâtre. On a le peintre centenaire Soulages qui ne vit pas très loin, on a Edgar Morin, on a aussi des artisans d'art, les luthiers. Donc tout ça vibre. C'est un vrai melting pot aussi de nationalité et d'activité. Donc c'est tout le temps vibrant. Et puis le ministre de la Culture a attribué à Montpellier Méditerranée Métropole le 21 novembre le label Pays d'art et d'histoire, ce qui en fait la première métropole à le recevoir. Bravo. Alors ça veut dire quoi pour vous, Pays d'art et d'histoire? C'est-à-dire que d'abord c'est un regard différent qu'on aura sur ce territoire. Évidemment on a des devoirs et des obligations, donc on va travailler encore plus sur la présentation historique de la ville et de la métropole. Donc, mais là on parle de la ville en l'occurrence, et c'est vrai que ça va nous demander de respecter quelques processus, et on sera mis en valeur et on sera visible de manière internationale. Et en tout cas, il y a la matière pour, et ça, on va en parler tout à l'heure. Oui, absolument. Valérie Paduano, est-il vrai que quand vous voulez vous détendre le soir, vous prenez votre vélo, vous allez à la plage depuis Montpellier? Complètement. 10 bornes quand même, hein? 10 bornes avec mon vélo électrique. Je descends le long du Lez jusqu'à Villeneuve-les-Maglones. À Villeneuve-les-Maglones. Et quelle est votre plage préférée quand vous arrivez là-bas? Villeneuve-les-Maglones. Ah, c'est Villeneuve-les-Maglones. La plage du Pilou. La plage du Pilou, c'est ça. Absolument. La plage vous avez emmené une fois. Oui, c'est vrai. On avait fait un reportage là-bas, place du Pilou. Est-il vrai que Montpellier est une ville sportive, et pourquoi on dit ça? Eh bien, c'est une ville sportive parce que nous accueillons souvent des gros événements sportifs. Là, on vient d'accueillir les championnats du monde de patinage artistique. On a des équipes de rugby, de hand, de foot, de hockey sur glace, water polo, tous en 1-1. Donc, c'est génial. Oui, c'est vraiment génial.
Et puis là, on est labellisé Terre de Jeux pour les Jeux Olympiques en 2024. Et, gros rendez-vous, ça, pour vous. Gros rendez-vous, ouais. Voilà. Vraiment gros rendez-vous. On commence à y travailler. Et le rugby en 2023. Bien sûr. Voilà, donc on a déjà l'équipe des Samoins qui sera là. D'accord. Voilà. Et est-il vrai aussi que les étudiants adorent se balader en vélo, marcher dans Montpellier? C'est vraiment une ville qu'il ne faut pas aborder en voiture, Montpellier. C'est tout piéton. Tout donc, piéton. Où on marche, où on fait du vélo. Il y a des pistes cyclables, beaucoup? Il y a énormément de pistes cyclables dans tout Montpellier, les alentours, et ça va jusque dans les villes de métropole. Est-ce que le tramway est un bon moyen de visiter Montpellier facilement? Complètement. Nous avons 4 lignes de tramway. Et on attend la 5e. Est-ce que c'est des tramways qui partent dans tous les sens, un peu comme les... C'est vraiment circulaire très circulaire et ça passe dans le centre-ville et dans toutes les villes de métropole. Donc c'est facile de faire le tour de Montpellier en tramway. À Montpellier, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut visiter tout de suite? La chose immanquable à voir, à ne pas rater. Marie-Dominique. Alors, je reviens sur le tramway. Je prendrai, moi, la ligne 4 parce que si j'ai pas envie si je n'ai pas envie de me fatiguer, je monte dans le magnifique tramway designé par Christian Lacroix. Ah, c'est vous qui m'avez dit en préparant cette émission, oui. Et je vais dévoiler un secret, vous m'avez dit c'est le plus beau tramway du monde. Ce sont les plus beaux tramways. Il y en a... Du monde. Oui, du monde, bien évidemment. Mais ils sont vraiment beaux. Ils sont très jolis. Il y en a 2, c'est Garouste et Bonetti qui ont fait le premier avec les hirondelles, blanches sur fond bleu. Ensuite, le pop avec les fleurs sur fond jaune. Et ensuite, il y a effectivement plusieurs modèles que Christian Lacroix a déclinés avec le monde marin, une ambiance très chic. Et la ligne 4, qui est justement très chic, fait tout le tour de cet écusson, dont parlera tout à l'heure Bruno, et nous permet, quand on n'a pas envie de se fatiguer, de voir des monuments très emblématiques de Montpellier, la tour de la Babotte, le jardin royal du Pérou, la tour de Jacques d'Aragon, etc., le jardin des plantes, etc. Et je ne veux pas oublier les voitures quand même, parce que ce tramway permet à des gens qui accèdent à Montpellier avec leur véhicule, des parkings ont été prévus tout autour avec justement un billet couplé voiture-tram, ce qui fait qu'on peut garer sa voiture autour de la ville et découvrir ensuite en tram et à pied le centre-ville. Parce que la métropole est connectée entièrement par les tramways au centre-ville de Montpellier. Donc tout de suite, on embrasse la ville dans toute sa plénitude, dans toute sa largeur, dans toute sa longueur, dans tous les sens. Quoi. Qu'on arrive par, alors ça ne vous parle pas, par Albert Ier. Attendez, Albert Ier quand même. La place Albert Ier. La place Albert Ier, je ne connais que ça. Ou qu'on arrive par le Quorum, on se retrouve instantanément dans cette atmosphère où on monte, on descend. Parce qu'en fait, Montpellier, évidemment, ça veut dire qu'il y a une légère colline. Bruno expliquera aussi pourquoi le jardin royal du Pérou se situe en haut de la colline. Il s'appelle le Pérou P-E-Y-R-O-U. Pérou. Pas oui. comme le Non, pas comme le pays. Le Pérou. Et donc, en effet, alors l'incontournable pour ma part à Montpellier, c'est en effet ce qui se passe, je vous l'avais dit, en haut de l'écusson. Oui. Et pas en bas. Donc, près de l'Arc de Triomphe qui est de 1691. Donc, chers amis parisiens, il est plus ancien, il est plus petit. Et par contre, on accède bien sûr en haut de l'Arc et ça fait partie de notre visite guidée essentielle de permettre aux visiteurs d'aller dans le mikvé, le bain rituel juif, et en haut de l'Arc de Triomphe. Et donc, pour ma part, mon incontournable, c'est le jardin royal du Pérou où on peut se tenir sous les magnolias. Qui est loin de Saint-Roch, de la gare. C'est à 20 minutes à pied. Ouais, très bien. Façon, même pas quand on remonte le boulevard du Jeu de Paume. Non, parce qu'en fait, tout est regroupé. Le patrimoine à ciel ouvert, historique, c'est justement cet hypercentre. Alors Valérie, vous qui aimez faire du vélo, autour de Montpellier, est-ce qu'on peut trouver tout de suite la garrigue, les chênes lièges dont on parlait, voir les flamants roses, bien sûr, faire des pique-niques? Mais carrément, vous allez vers Castries, au domaine de l'Arbousier, là-bas, où on se balade dans les vignes, et on peut aller pique-niquer ou dans des cabanes ou dans la garrigue. Ouais. Et quand on a des enfants, Marie-Dominique, Montpellier, c'est une ville agréable à vivre? Alors, toujours, on revient sur cet aspect piéton, c'est-à-dire qu'en effet, on peut laisser les enfants se promener. Bon, il y a toujours... Aujourd'hui, on est à l'ère tout de même du véhicule qui ne fait pas de bruit, donc les vélos, les overboards et les skates. Mais bon, en tout cas, pour les enfants, il y a des accès aussi à des lieux culturels gratuits. Donc, ils peuvent aller effectivement à la Panacée ou bien au pavillon populaire. On en parlait dans l'espace de l'art contemporain et qui est accessible aussi sur certaines expos aux plus jeunes. Et puis après... Avec le tramway, évidemment, ils peuvent aller à l'extérieur et être plus dans la nature et aller sur la zone ludico-commerciale d'Odysseum, découvrir l'aquarium de Montpellier avec l'aquarium. Avec des espèces méditerranéennes, donc des poissons et autres animaux qui vivent, pas que, bien sûr, et le planétarium, donc un petit clin d'œil aussi à la science.
Et pour ceux qui ont envie de patiner, justement, on parlait du hockey, l'équipe des Vipers s'entraîne à la patinoire de Vegapolis. Et tout ceci est à 15 minutes de la place de la Comédie en tramway. Et pour les auditeurs de Sud Radio qui découvrent Montpellier, il y a aussi à ne pas manquer la cathédrale forteresse, on en parlera tout à l'heure. C'est un bâtiment assez étonnant quand même, avec ses 2 tours gothiques. La cathédrale Saint-Pierre, oui. Donc c'est un espace gigantesque, puisqu'à l'intérieur on est à 800 000 personnes. Et là, on désacralise le lieu, on l'imagine que comme un bâtiment. En effet, ces 2 tours sont particulières parce qu'elles sont pleines. Il n'y a pas d'escalier à l'intérieur de ces tours gothiques. Et on peut accéder après aux 2 autres tours crénelées, dont la tour Urbain 5. Et on a 290 volets de marche tout de même à franchir. Et on se retrouve vraiment à voir la montagne, notre cher Pic Saint-Loup qui veille sur nous avec son vignoble. Mais alors ça, et sur la Méditerranée. Quand on parle à un Montpelliérain, le Pic Saint-Loup arrive dans la conversation au bout de 22 secondes en général. Parce que c'est du vin. Restez avec nous, chers amis de Sud Radio. Dans un instant, nous accueillerons notre chef heureux pour au moins 2 raisons. Il vient de récupérer une étoile au Michelin et il se trouve bien à sa place à Montpellier pour porter haut les saveurs de la cuisine méditerranéenne qu'il défend avec amour et talent. Il nous en livre quelques secrets dans un instant. À tout de suite. L'Office de tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole, l'espace d'un séjour, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Nous sommes au cœur de la ville de Montpellier avec ses plus ardentes défenseurs ou défenseuses, je ne sais pas comment on dit. Marie-Dominique Bellamy, directrice de l'Office de tourisme de Montpellier, et Valérie Paduano, responsable presse de l'Office de tourisme. C'est vrai que ce sont les femmes qui en parlent le mieux de Montpellier. Et bien là, nous allons accueillir un homme. Auparavant, mesdames, mesdemoiselles, le ragoût des Scooby, la fougasse au graton, les grisettes, le beurre de Montpellier, ça vous dit quelque chose, évidemment? C'est nos petites trucs à nous en gastronomie, oui, entre autres. Qu'est-ce que vous aimez manger à Montpellier, toutes les deux? C'est une bonne question. Ouais. Alors, il y a le chocolat du Clapas. Ah, très bien. C'est quoi le Clapas? C'est un mot occitan pour parler du centre-ville de Montpellier. D'accord. Parce qu'on parle une langue aussi à nous. L'occitan est très vivement représenté sur notre territoire. Et au niveau gastronomie, nous avons évidemment tout ce qui vient de la mer. Oui, bien sûr. Et Valérie? Moi, j'aime bien les réglisses mais ça, c'est de la gourmandise et de la friandise. Mais elles sont faites là-bas. La réglisse est quand même née à Montpellier. Donc, moi, j'aime bien les réglisses. Et après, manger tout ce qui est sèche, rouille de sèche à la séquoise. Bien sûr, parce que vous êtes quand même dans une région, enfin dans une ville en tout cas, qui est aux portes de la Méditerranée. Et on accueille à ce propos d'ailleurs Jacques Pourcel. Bonjour Jacques. Oui, bonjour. Vous êtes chef étoilé du restaurant Le Jardin d'Essence. Vous êtes en direct de l'hôtel Richer de Belleval à Montpellier. Et tout le monde me dit, allez, s'il y a quelqu'un qui défend la cuisine méditerranéenne, c'est Jacques Pourcel. Alors, comment vous faites? Il faut y aller, il faut venir nous voir, effectivement. Il faut surtout y aller et goûter et manger. Mais vous êtes un ambassadeur des produits de la Méditerranée. Poivrons, calamars, poulpes, agrumes, fraises, asperges. Quand vous partez défendre les couleurs de la cuisine, de votre cuisine à l'étranger, qu'est-ce que vous emmenez dans vos valises? Il faut dire d'abord que nous, on est originaire d'ici. On est né à Agde, donc au bord de la Méditerranée, à 70 km d'ici. Et on a fait toute notre carrière à Montpellier. Ça fait déjà pratiquement 35 ou 40 ans. On n'ose plus compter le nombre d'années que je connais à Montpellier. Et effectivement, nous, c'est l'huile d'olive, c'est la tomate, c'est le basilic, c'est les anchois, c'est les herbes, c'est les vins du Languedoc, bien sûr, parce qu'on a des flacons extraordinaires ici. Voilà, puis les poissons de Méditerranée. Nous, notre terroir, c'est la mer ici. Donc, bien sûr. Quand on est à 10 km de la côte, là, ou de 15 km de la côte, effectivement, c'est là que ça se passe. Est-ce qu'on aime aussi, quand on vient à Montpellier, c'est découvrir la variété des saveurs? Il y a de tout à Montpellier. Il y a même des huîtres. Parlez-nous des huîtres tabourièches. Les huîtres, c'est sur Bouzic, bien sûr, sur les camps de Tours. Enfin, c'est assez inattendu quand même de trouver des huîtres dans le sud à Montpellier. Oui, on n'est pas loin. Et puis quand même les huîtres du bassin de Thau c'est toute une histoire. Ici, c'est vraiment les gens sont très attachés à ce produit. Et nous, moi, je me rappelle tout petit, on allait chercher les huîtres directement sur le port de Marseillan. Donc ici, on a des superbes huîtres. Et puis Tabourièche, ils ont créé un produit assez exceptionnel où les huîtres sont vraiment très charnues, très iodées, avec un petit goût de noisette. Et voilà. Et donc ça a permis de redorer l'image de l'huître de Bouzic. Et aujourd'hui, elle fait partie des huîtres les plus demandées, en tout cas en France et même dans le monde. Et est-ce que votre matière première, à vous, au chef étoilé, c'est les poissons? Et lesquels poissons? C'est beaucoup les poissons, parce que nous, voilà, on allait... À côté.
on a les petits pêcheurs qui sont à côté, on a un petit pêcheur au Gros du Roi là, qui nous fait des produits exceptionnels. Donc ici, bien sûr, il y a les poissons que tout le monde connaît, le loup, le turbo, la dorade, la sole, et puis on trouve encore aussi quelques crustacés de temps en temps, des langoustes de Méditerranée. Et puis des petites crevettes. On a des crevettes au Gros du Roi qui sont extraordinaires. Bon, ça, c'est les produits un peu haut de gamme, bien évidemment. Et après, les étals de poissons sont remplis de beaux poissons plutôt modestes. Ici, on appelle ça des poissons modestes, mais ils sont pour autant, ils sont très, très, très bons. C'est quoi les poissons modestes? C'est quel genre de poisson? Ici, on a la vive, on a la limande, le pagre, la sardine, le maquereau, tous les poissons bleus. Voilà, et puis beaucoup de poissons qu'on met dans la soupe de poisson. Ici, la soupe de poisson, c'est vraiment une base de la cuisine, parce qu'avec la soupe de poisson, on fait la rouille, on fait tout cette poisson, cette cuisine qui est très méditerranéenne, quoi, avec les calamars, bien évidemment. Et puis après, ici, on a des recettes un peu spécialisées, comme la bourride de Bourgoin. On va parler de vos recettes à vous et de votre geste culinaire. Auparavant, Marie-Dominique, est-ce qu'on peut dire que Montpellier, c'est une terre de gastronomes et de gastronomie, et qu'on est fiers d'avoir un chef comme Franck? Alors, Jacques et Laurent Pourcel ont été des précurseurs. J'ai dit Franck? Mais non, c'est Jacques. Jacques et Laurent Pourcel ont été vraiment, il y a effectivement plus de 30 ans, navré de le rappeler, mais vraiment à l'origine d'un festival de découverte de saveurs, puisque c'était vraiment complètement inattendu que des jumeaux, oui, en plus, qui sont de la région, qui ont fait leurs armes donc à Montpellier, ont pu vivre cette aventure et la revivre aujourd'hui. Donc nous avons effectivement cette année, outre le Jardin d'Essence, des chefs que connaissent très bien Jacques et Laurent Pourcel, qui ont également fait monter la ville en notoriété par leur talent. Donc la gastronomie est plus que jamais à l'ordre du jour à Montpellier, et on est là ici avec vous aujourd'hui pour en parler. Montpellier était un peu une belle endormie il y a quelques 20 ans sur le plan gastronomique, et là elle se réveille. Ah là, c'est le festival. Là, c'est vrai que c'est quelque chose de... On est heureux, d'abord, du succès très rapide du Jardin d'Essence, donc d'avoir eu cette étoile-là après quelques mois d'ouverture, donc qui ont été, j'imagine, des mois de très dur travail dans un hôtel qui revit ce bâtiment, et vraiment l'écrin de ce restaurant. Donc, franchement, et puis il y a aussi la gastronomie, donc avec l'étoile, mais il y a aussi le bistrot pour effectivement ceux qui veulent découvrir la cuisine des frères Pourcel. Donc c'est vraiment une belle combinaison de lieux comme ça en plein cœur de ville. Jacques, c'est bien. Oui, Jacques. On peut dire que Montpellier quand même est devenu une vraie destination gastronomique. Il y a de très très bonnes tables, on a des bistrots merveilleux, on a quand même 5 restaurants étoilés bien évidemment, mais au-delà de ça, il y a plein d'endroits où on mange très très bien. Il y a des jeunes chefs qui sont très créatifs, qui arrivent à nous étonner aussi. Donc vous voyez comme quoi Montpellier, c'est vraiment une destination gastronomique. Et de quoi vous êtes fier cette année, Jacques, sur votre carte par exemple, votre réussite ou votre trouvaille du moment? Nous, actuellement, je veux dire, nous aussi, on est un peu dans cette créativité qui est liée aux saisons. Donc là, actuellement, bien sûr, c'est les asperges, c'est les petits pois, c'est les fèves, c'est les premières morilles, bien évidemment. Ah oui. Et puis on fait une très belle déclinaison autour des coquillages de la région, donc avec une dizaine de préparations qui arrivent en même temps, où on retravaille chaque coquillage de la région à notre façon, avec la touche Pourcel. Voilà, je crois qu'aujourd'hui la cuisine, il faut la rendre ludique, il faut la rendre absolument joyeuse, ludique. Et si je vous donne par exemple une botte d'asperges, comment vous la traitez avec ludisme, ludicité, ludisme. Aujourd'hui, nous les asperges, on travaille l'asperge ici de Montguiot, les asperges qui poussent ici dans les terres sablonneuses. Donc, on a des très, très belles asperges qui sont spécifiques à notre région. Donc, c'est l'asperge verte. Moi, l'asperge verte, nous, bien évidemment, on va les cuire à l'eau bouillante salée, les plonger dans l'eau glacée, forcément, pour garder leur couleur, après l'eau chaude. Leur valeur nutritive. Et après, nous ici, on les panne, en fait, on les panne avec une panure faite avec du parmesan. Et en fait, on les frit rapidement. Et en fait, on va rechercher le croustillant et on sert ça avec une eau hollandaise, tout simplement. C'est comme ça qu'on se régale, en fait. Ouais, tout simplement. C'est tellement facile, bien sûr. Oui, c'est facile. Et en poisson? La cuisine facile, c'est d'abord le bon produit. Quand on a le bon produit, c'est ça. Déjà...
on a fait 50% du chemin. Et vous avez un réseau comme ça de bons producteurs, soit des particuliers ou un réseau local autour de vous, vous consommez local, vous allez chercher local, des gens que vous connaissez bien sur certains produits? Oui, on fait local parce que déjà sur Montpellier, il y a quelques marchés paysans, marchés artisans déjà, où on trouve des beaux produits chaque semaine. Et puis nous, ici, on s'est fait un petit réseau de petits producteurs parce que effectivement, nous, on a besoin d'aller chercher des produits spécifiques comme au moment des courgettes en fleurs, au moment des fèves, des petits pois, comme j'ai dit tout à l'heure. On a des gens qui nous font des produits vraiment spécifiques pour nous. Voilà, mais ça, c'est quand on veut être en haute gastronomie, il faut aller chercher des produits assez uniques et des produits qu'on ne trouve pas ailleurs. D'accord. Et est-ce qu'on est servi par des bons vins dans la cuisine montpelliéraine? Franchement, ici, on a tout ce qu'il faut. Oui, je crois. Notre région, je crois que c'est le plus grand terroir viticole au monde. Et puis, on a vraiment beaucoup d'appellations tout autour de Montpellier. On a vraiment des très, très belles choses. Donc, aujourd'hui, on peut aller sur la Faugère, Pic Saint-Loup, même le Pic Poulepinet, qui est aujourd'hui le vin spécifique des coquillages. On peut se régaler avec des produits, des vins soit haut de gamme, soit des vins, comme je disais tout à l'heure, qui ont les produits des vins modestes, où on a des très belles choses. Pour terminer, si je vous donne un poisson, vous en faites quoi aujourd'hui? Si vous me donnez un poisson, je sais pas, si vous me donnez, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Le maquereau. Oui. Allez, on part sur un maquereau. Un maquereau, là, c'est la pleine période. En ce moment, ils sont pas trop chers. Donc, on va les lever en filet, on va les faire mariner avec un peu de sel, un peu de sucre, quelques épices, voilà. Et on va les servir. Nous, il y a des petites betteraves qui sont arrivées. Les petites betteraves, on va les éplucher, on va les faire cuire à l'eau. Après, on va les passer avec un petit caramel, beurre et sucre. Et on va servir ça avec un coulis de betterave, des betteraves caramélisées et puis un maquereau mariné. Ça sera parfait. Ouais, non, il faut se calmer là tout de suite parce que évidemment, ça donne faim. Vous pouvez nous parler aussi de vos potagers et de vos jardins. Ça, ce sont des choses que vous allez chercher vous-même. Vous choisissez fruits et légumes. Disons que nous, on a des petits producteurs qui produisent pour nous. On a des cueilleurs ramasseurs aussi pendant la période des champignons. Voilà. Donc, en fait, on s'est fait tout un petit réseau de gens qui produisent pour nous. Bon, à Montpellier, ici, on est dans une région quand même où, je dirais que la région de Montpellier, c'est un grand jardin. Si on regarde tout autour de Montpellier, il y a tout qui pousse et il y a vraiment des très, très beaux produits. Et il y a de plus en plus de jeunes, en plus, qui se mettent à faire des produits assez exceptionnels. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Même des agrumes anciens. Donc voilà, on arrive vraiment je dirais que tout pousse ici. Il faut pas trop le dire parce qu'il y a trop de gens qui vont venir, mais tout pousse ici. Il paraît que votre frère, Laurent, épluche les asperges comme un dieu. C'est le meilleur éplucheur d'asperges du monde. Est-ce que c'est vrai? Oui, mon frère, c'est un warrior en cuisine. Il n'y a rien qui lui fait peur. Merci. Mais voilà, on est des jumeaux, effectivement, on se ressemble physiquement et puis après on a chacun son caractère, chacun ses spécificités. Ouais. Laurent est beaucoup plus en cuisine que moi, puis moi je suis un peu aussi le voyageur parce qu'on a plusieurs établissements dans la région. D'accord. Sur Montpellier et sur la côte et puis aussi à l'étranger. Donc voilà, écoutez, l'histoire des frères Pourcel, elle continue, surtout dans ce bâtiment du XVIIe siècle là, qu'on a pu récupérer, l'ancien hôtel de ville de Montpellier, qui est vraiment un petit bijou en plein cœur de ville, là, c'est assez extraordinaire. C'est un écrin pour votre cuisine, cet endroit? Ah oui, c'est vraiment un écrin et puis on commence à recevoir des gens un peu du monde entier et donc ça permet effectivement de faire venir des gens à Montpellier qui au-delà de la table, au-delà de l'attrait de la région, viennent aussi pour ce bâtiment, pour l'art qu'on trouve à l'intérieur aussi, puis pour toutes les rénovations qui ont été faites, des très belles rénovations. C'est un bâtiment du XVIIe siècle qui sublime. Vraiment d'être visité. Merci Jacques Pourcel d'avoir participé à notre émission. Je sais que vous avez pris un peu de temps pour nous répondre parce que vous avez du travail en cuisine. Vous êtes chef étoilé du restaurant Le Jardin d'Essence et on vous retrouve évidemment sur place. L'adresse du Jardin d'Essence, la rue, c'est quoi? Place de la Cano. Voilà. C'est la plus belle place de Montpellier. Oui, pareil. De toute façon, il y a toujours un truc plus beau à Montpellier que les autres places. C'est la plus romantique aussi. Absolument. Merci beaucoup Jacques, à bientôt. Et restez avec nous, chers amis de Sud Radio. Nous sommes à Montpellier et vous nous écoutez sur le 104.7. Dans un instant, Bruno Martinez, guide conférencier à l'Office de tourisme Montpellier Métropole, nous donne ses top 5 des endroits à ne pas manquer lors de votre séjour dans cette belle ville. A tout de suite. L'Office de tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole, l'espace d'un séjour, présente
Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et on évoque ce soir la belle ville de Montpellier avec Marie-Dominique Bellamy, directrice de l'Office de tourisme de Montpellier Métropole, et Valérie Paduano, responsable presse, l'Office de tourisme de Montpellier Métropole également, qui sont toutes les deux là pour nous faire aimer Montpellier. Mais est-ce que c'est bien nécessaire tellement cette ville a de charme et d'attrait et est séduisante? On va continuer à en parler quand même parce que il y a quand même un endroit aussi où il faut y aller, c'est le Moco. Montpellier contemporain. C'est ça. Alors ça, c'est une sorte de centre d'art contemporain. Alors, dans l'esprit, il y a à Montpellier différents lieux qui sont dédiés à l'art contemporain. Donc, on parlera du Moco. Donc ça, c'est un bâtiment... Enfin, le Moco veut dire... de manière totalement globale qu'il y a une démarche sur l'art contemporain, et l'ancien hôtel de Montcalm est devenu un musée, donc avec une exposition, des expos temporaires d'art contemporain. Donc là, il y a l'expo Transmission qui va durer encore quelques semaines, et il y a également la Panacée. Donc, le Moco est un lieu où il faut payer un billet, mais par contre la Panacée est un lieu d'art contemporain gratuit, donc où on a bien équilibré justement pour que tout le monde puisse profiter de l'art et de la culture. Le pavillon populaire qui est sur l'esplanade en face du musée Fabre. Donc dans cette... sur cet espace, tout se fait en même temps, enfin quasiment à pied. On va du Moco, enfin l'hôtel de Montcalm, au musée Fabre, où il y a l'expo permanente de Soulages, le peintre centenaire, au pavillon populaire qui est juste en face sur l'Esplat, et à la Panacée qui est un petit peu plus dans les ruelles en allant vers l'ancienne école de médecine. Donc vraiment, le Moco est dans ce concept. Mais c'est un centre d'art contemporain où il y a des expositions permanentes et qui a une renommée internationale. Là, le travail qui est fait depuis maintenant quelque temps, et d'autant que nous candidatons sur être capitale de la culture 2028, européenne 2028, donc Montpellier et d'autres territoires, dont 7 entre autres. Effectivement, tout ceci fait partie de la volonté de devenir vraiment un lieu de culture, et le Moco en fait partie, bien sûr. Ce qui est formidable, c'est ça, c'est ce grand écart entre cet ancrage il y a 1000 ans, qui est aujourd'hui une cité médiévale, et cette projection dans le futur avec de l'art contemporain. Oui, et puis on en parlait avec Valérie là, en circulant, en prenant un taxi parisien. Le street qui art, était sympa, non? Très sympa. Bon, ça va. Le street art aussi fait partie alors de cette culture et de cet art contemporain. Donc il a démarré il y a très longtemps, très longtemps, rien à voir avec l'histoire évidemment de la ville, mais aujourd'hui sur la place de la Comédie, on peut lever les yeux et voir des graphes qui sont restés, qui restent là, de la volonté effectivement de la ville et du président-maire, pour que ce soit une ville effectivement où les street artistes peuvent s'exprimer, se sont exprimés. C'est ça. Et c'est une ville vivante. Tout à fait. Le quai du Verdançon, les quais du Verdançon, c'est un musée à ciel ouvert de graphes, avec les codes que vous connaissez. On recouvre certains graphes ou pas, avec des signatures, etc. Et d'ailleurs, on en a il y a des associations dont Line-Up qui fait des visites guidées, et nous également, Office de tourisme, on travaille avec Line-Up. Coucou à Kenny Lou si elle nous entend. Et on travaille. Kenny Lou ? C'est une des organisatrices qui fait fonctionner cette association. Et donc, elle a plein de poulains street artistes dans cet asso, dont un qu'on aime beaucoup, Enaer, qui a fait une fresque dédiée dans le jardin de l'Office de tourisme, avec un petit clin d'œil, avec un enfant dans un avion en carton pour dire reprenez la route des voyages. D'accord, très bien. Tout ça est dans le symbole. Tout à fait. Nous accueillons maintenant Bruno Martinez, guide conférencier à l'Office de tourisme de Montpellier. Bonjour Bruno. Comment ça va Bruno ? Ah, on s'entend. Bonjour. Bonjour Christophe. Et nous sommes avec Marie-Dominique Bellamy et Valérie Paduano. Alors, vous savez, votre mission, c'est le top 5. Vous devez nous donner votre liste des 5 endroits à ne pas manquer quand on va à Montpellier, avec cet effet waouh. On veut un effet waouh. Alors, le premier effet waouh, ce serait quoi ? Alors évidemment, on ne peut pas commencer une visite de Montpellier sans aller du côté de la place de la Comédie. Je pense que c'est indispensable. C'est vraiment le premier contact qu'ont les visiteurs qui viennent à Montpellier. Et donc cette place, qui est intéressante, c'est que c'est une place qui est très 19e, qui rappelle beaucoup un petit peu le style haussmannien, avec des bâtiments avec des toits en ardoise. Et surtout, en plein centre, on a effectivement cette très belle fontaine qui est la fontaine des Trois Grâces, qui représente donc les filles de Zeus, ni plus ni moins, Aglaé, Euphrosine et Thalie, et cette fontaine était alimentée autrefois par le fameux aqueduc des Arceaux. Mais il y a une histoire particulière de Montpellier avec les femmes. Oui, elles incarnent un petit peu la cité quelque part. C'est ça, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on a 2 beaux exemples sur votre plateau. Oui, magnifique. Et sur cette fontaine également, on retrouve un tracé assez particulier. C'est un tracé en forme ovale qui rappelle un œuf. C'est un ancien rond-point
Il y avait autrefois de la circulation de voitures sur la place de la Comédie. Depuis 1986, la place est piétonne. Et actuellement, on a la chance de pouvoir se promener en toute liberté et de faire l'œuf. C'est ce qu'on fait quand on se promène sur la place. C'est ce qu'on dit à Montpellier, on fait l'œuf. Amplement. Voilà, on fait l'œuf. Très bien. Deuxième endroit, Bruno. Deuxième endroit, eh bien, je vous dirais le mikvé. Le mikvé, c'est le bain rituel juif médiéval. On vous en a un petit peu parlé, mais ce bain rituel juif, il est vraiment à retrouver dans le cœur du centre-ville de Montpellier. On peut y accéder avec nos visites guidées. Et ce lieu, eh bien, il est intéressant parce qu'il marque justement la présence des Juifs à Montpellier dès le Moyen-Âge, dès le XIIe siècle, qui ont beaucoup contribué justement aux savoirs médicaux et à la faculté de médecine et à sa création. Et ce bain rituel permettait de se purifier spirituellement et se préparer à des jours importants comme la veille d'un mariage, par exemple, pour la population juive. Et d'ailleurs, moi je l'ai visité. Je l'ai visité. Oui. Il est empreint de spiritualité et de magnétisme, cet endroit. Quand on y va, il se passe quelque chose. C'est curieux, hein? Il y a une eau qui est naturelle, qui rentre naturellement à l'intérieur, qui est éclairée. Et c'est vrai qu'on peut presque se projeter à l'intérieur et imaginer comment ça se passait à l'époque. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais été vraiment très étonné par cet endroit. Troisième endroit, Bruno. Alors, on ne peut pas ne pas se promener à Montpellier sans aller du côté de la cathédrale Saint-Pierre et juste à côté de la fameuse faculté de médecine. Donc, qui a 800 ans, c'est ça? C'est vrai qu'elle a un côté un peu fort, forteresse. On pourrait parler du fort Saint-Pierre presque. Et juste à côté, cette fameuse fac de médecine qui est installée à côté du Jardin des Plantes, qui est également un autre grand site à visiter à Montpellier. Et cette fac de médecine, elle a accueilli de très grands noms, notamment Nostradamus et surtout le célèbre François Rabelais, que tout le monde connaît. Quatrième endroit. Elle a un quatrième, c'est la place royale du Pérou, dont on vous a parlé également, qui est connue pour sa statue équestre de Louis XIV. D'accord. Et on retrouve juste à côté de celle-ci l'Arc de Triomphe de Montpellier, qui fait partie des fiertés du centre-ville. Cet arc, on peut y monter avec l'Office du tourisme et voir une vue exceptionnelle de ce grand parc de près de 4 hectares, qui révèle justement toute la grandeur de l'ancien régime, effectivement, avec cette statue de Louis XIV, et également cette volonté de créer un espace public pour les Montpelliérains au XVIIe, XVIIIe siècle. Est-il vrai que si on monte sur l'Arc de Triomphe, on aperçoit la mer, on aperçoit le Pic Saint-Loup, on aperçoit les Cévennes, les Pyrénées? C'est une blague. On se rend compte à quel point Montpellier est central. C'est une ville qui est vraiment entre mer et montagne. On est très près de la mer et très près également du Pic Saint-Loup, de l'Ortus. Voilà, exactement, entre mer et montagne, complètement. Et votre cinquième endroit, Bruno? Et mon cinquième endroit, eh bien, je vous parlerai des quartiers contemporains et particulièrement de ce bâtiment très curieux qui a surgi en 2019 du côté du quartier de Port-Marianne. C'est l'Arbre Blanc. C'est un bâtiment qui ressemble à un arbre. Donc, c'est un bâtiment qui est blanc, qui est métallique, avec des balcons qui rappellent un petit peu des branches d'un arbre. Oui, qui sont un peu déstructurés comme ça, hein. Oui, tout à fait. C'est ce qui fait un petit peu son charme. Et ce qui est intéressant, c'est que l'architecte, qui est un grand japonais, architecte japonais connu, Su Fujimoto, a souhaité quelque part rendre hommage à l'art de vivre montpelliérain, c'est-à-dire que ces balcons permettent de vivre en extérieur et de profiter également de l'intérieur. Et tout là-haut, les Montpelliérains comme les touristes peuvent venir puisqu'il y a un bar panoramique. Et de là-haut, à 56 mètres de hauteur, je peux vous dire que la vue, elle est vraiment waouh. Ouais, c'est vraiment un chouette endroit et des chouettes conseils que vous nous avez donnés, Bruno. Et quand vous avez comme ça des gens qui viennent un peu de l'étranger, quel est leur ressenti? À quel moment ils se disent « Waouh, c'est très surprenant, on adore ». Qu'est-ce qui leur plaît le plus? On est actuellement donc à l'hôtel Place de la Canourgue, effectivement, l'hôtel H. Belleval. Et ce qui est intéressant, c'est quand on descend la pente, parce qu'on descend le mont de Montpellier, on arrive sur la cathédrale. Et là, je peux vous dire qu'effectivement, ils sont très surpris de voir cet immense ensemble, cathédrale, fac de médecine. Ils ne s'attendent absolument pas à ça. C'est la vraie surprise de la visite du centre historique. Marie-Dominique, la fac de médecine, elle a une place particulière dans l'imagerie, dans l'inconscient collectif des Montpelliérains. Alors, elle fête ses 800 ans, elle les a fêtés. C'est une vieille et jeune fac de médecine en même temps. Rien à voir évidemment avec la médecine asiatique ou chinoise qui est très 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 ancienne, mais Bruno, lors de ses pérégrinations dans la ville, va raconter l'histoire de cette fac de médecine qui, donc il y a 800 ans, est née aussi de la volonté de cette... Le Montpelliérain était extrêmement curieux et donc on a accueilli des médecins qui venaient... qui étaient juifs ou arabes, et on leur a dit oui, on était une terre d'accueil et tolérante, et ils nous ont enseigné la médecine. Et il y a Michael Yankou, que je salue s'il nous entend, qui est le directeur de l'Institut Maïmonide de Montpellier, qui a fait pour nous des conférences dans le cadre des 800 ans de la fac, sur la contribution de la médecine hébraïque
à justement ce que la fac de médecine de Montpellier soit ce qu'elle est aujourd'hui, et elle est toujours en activité. Donc évidemment, à l'origine, Bruno, c'était une toute petite école qui était près de la Panacée. C'était pas la fac aujourd'hui qui n'est pas qui n'est pas médiévale en elle-même, mais l'enseignement a commencé avec quelques escoliers, et tu connais vraiment l'histoire mieux que moi. Mais en tout cas, cette fac, voilà, c'est vraiment, et le conservatoire d'anatomie qui est en travaux aujourd'hui, mais qui pouvait se visiter, qui va se revisiter à nouveau. Moi, je l'ai visité, celui-là. Tout à fait. Extraordinaire. Mais il fallait le remettre un petit peu en mode sécurité. Et vraiment, le travail des étudiants des siècles passés, où on voit comment la médecine était pensée. Bon, c'est vrai qu'il y a des instruments qui font un peu peur. Hein, oui, mais aujourd'hui, mais enfin, il faut voilà, y aller. Mais bon, ils essayaient de nous soigner quand même. Hein, c'était peut-être des mauvais moments à passer. Et je dirais que cette fac de médecine nous a inspiré à l'office de tourisme, puisque dans le cadre, je fais un parallèle ou bien un grand écart avec Monsieur Molière, puisque cet été, nous ferons dans le cloître de la faculté de médecine Le médecin malgré lui, cette pièce de théâtre très drôle qui sera donc jouée à plusieurs dates, on espère en faire 6, dans ces jardins qui sont... Alors on entend les cloches de la cathédrale, les oiseaux qui volent, on est en plein été, on est dehors. C'est merveilleux. Il y a toute l'histoire de la fac de médecine qui est autour de nous, c'est vraiment... voilà, les Montpelliérains, les non-Montpelliérains, évidemment c'est francophone, hein, mais ils sont sous le charme. En tout cas, moi je le suis à chaque fois. Car rappelons quand même que nous fêtons les 400 ans de la naissance de Molière, et que Molière est passé à Montpellier, évidemment, avec sa troupe, et qu'il a marqué la ville. Merci Bruno Martinez pour votre conseil de voyage sur la bonne ville de Montpellier. Excellent, hein, on le note tout ça. Merci pour votre participation, et on vous demande surtout de rester avec nous, chers amis de Sud Radio, car on va parler encore œnotourisme, vignoble, découverte de terroir et folie montpelliéraine avec Diane Losselft, propriétaire du château de Langaran, tout de suite. L'Office de tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole, l'espace d'un séjour, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et dans la France à découvrir, nous sommes ce soir avec deux autres représentants du tourisme à Montpellier, qui sont quand même les défenseurs de la ville et de son attractivité. Marie-Dominique Bellamy, directrice de l'Office de tourisme Montpellier Métropole, et Valérie Paduano, responsable presse de l'Office de tourisme. Alors, mesdames, et vous allez me dire aujourd'hui, maintenant, on va parler du musée Fabre. Vous avez 20 secondes. C'est un incontournable également. C'est un incontournable. Il accueille, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'expo permanente de Monsieur Soulage. Donc ça, c'est vraiment à découvrir. L'expo permanente sur tous les autres artistes, et effectivement, cela touche toutes les périodes possibles et digne, et je vais être objective, digne d'un musée européen. Donc il y a vraiment une beauté à découvrir. Les expos temporaires estivales, que ce soit il y a quelques années Frédéric Basile, là maintenant on va travailler sur un peintre qui s'est passionné pour l'Italie. Ce musée en plein cœur de ville est vraiment à découvrir. En plus, on le propose dans le cadre d'une City Card à l'Office de tourisme. Donc il y a la gratuité du transport, il y a l'accès gratuit au musée Fabre et au MOCO, et d'autres avantages bien évidemment, la visite guidée de la ville. Donc vraiment à ne pas rater le musée Fabre, qui a son petit parvis fait par Monsieur Buren, comme un certain lieu près du Palais Royal que je connais. Donc vous retrouverez effectivement le travail en noir et blanc de Monsieur Buren. Et avant d'accueillir Diane Losselft qui va nous parler de ces folies montpelliéraines, parce qu'on va en parler aussi des folies montpelliéraines, c'est quand même très particulier Montpellier. Valérie, où est-ce qu'on peut faire du canoë-kayak chez vous ? Alors, sur le Lez. Ah bah, réponse à tout, Valérie. Voilà. Sur le Lez, voilà. Le Lez, c'est notre fleuve, notre poumon vert. Ouais. Donc, vous pouvez faire du canoë en haut du Lez, plutôt un canoë qui bouge, avec ça, c'est bien. Des barrages. Ouais. Et en bas du Lez, c'est plutôt tranquille, bucolique. Ouais. Et puis, pour finir, tout en bas du Lez, pareil, vers le Palavas, vous avez une base où on peut faire du canoë, de la pirogue polynésienne. Il y a des pirogue étangs polynésienne à Montpellier. Non mais on rêve. Exactement. Des étangs aussi avec les couchers de soleil. Magnifique. Magnifique. C'est presque une ville romantique, un peu Montpellier. C'est très romantique. Oui, c'est vrai. Hein, oui, on peut venir en amoureux facilement. On trouvera toujours un endroit où déclarer sa flamme. Toujours. On peut venir en famille avec les enfants. On peut venir en famille. Il y a des grands parcs. On peut se balader, se promener. Et alors, c'est quoi, Marie-Dominique, les folies montpelliéraines ? Alors, folie veut dire... Folie architecturale. Architecturale, donc Diane l'expliquera encore mieux que moi, mais autour de Montpellier, donc c'était des maisons dédiées aux gens, aux aristocrates qui avaient des maisons à la campagne. Mais sauf que la campagne, elle était très proche du centre-ville, donc Langaran est près de la Vérune. Et en fait, ça vient aussi du latin folia, qui veut dire feuille, donc feuille, nature. D'accord. Et ces demeures sont magnifiques, il y en a plusieurs, et effectivement, elles sont
aujourd'hui pour certaines tournées vers la vigne, notamment Absolument. le château de Langaran. Et justement, le château de Langaran est situé aux portes de Montpellier. C'est une magnifique folie montpelliéraine que je connais aussi, entourée de son parc à la française de 3 hectares, construit en 1730 par Jean Vassal. Les détails d'ailleurs architecturaux soulignent avec finesse la vocation viticole du site, mais surtout l'amour inconditionnel que portait Jean Vassal à la femme de sa vie. Donc encore une histoire de femme, vous voyez, à Montpellier. Et les folies montpelliéraines, nous accueillons pour en parler le château de Langaran et son propriétaire qui est également vigneronne. Diane, bonjour Diane. Bonjour, Vous allez bien ? je vais bien, très bien même, ravi de vous accueillir. Nous, on est ravis de vous entendre parler du château de Langaran parce que pour préparer cette émission, on a passé un petit peu de temps ensemble et vous en parlez avec passion et bonheur. Alors racontez-nous, vous avez quelques minutes pour nous parler de ce château, de cet endroit et de son vignoble. Oui, on est vraiment dans ce qu'on appelle de l'œnotourisme, hein, c'est la mise en lumière de tout le potentiel de notre terroir. On est dans l'histoire, vous l'avez dit, 1750, monument historique, site d'exception, un parc à la française, des statues, toute une symbolique, toute une histoire de femmes, de vignes. Et puis on est dans le vin, mais dans le vin plongé jusqu'au cou depuis 1632. Voilà, Langaran fait du vin sur ce territoire, sur ce terroir. C'était pas moi, mais c'était le sol. Et le sol, ça compte évidemment énormément dans l'expression des cuvées. Donc nos clients, nos visiteurs, font de l'histoire, visitent un musée du vin et de la vigne, dégustent les vins, comprennent la symbolique de l'étiquette qui est reliée à un élément du patrimoine. Donc c'est un tout, c'est de l'œnotourisme. Alors on est reçu chez vous avec cette première vision incroyable du château, ce parc de 3 hectares, ce vignoble de 60 hectares et on peut même fabriquer son vin. Assembler son vin, ça c'est génial. Oui, on a ma nièce Émilie et mon équipe ont eu l'idée de créer ce qu'on appelle effectivement un atelier assemblage. Donc on goûte un vin typique de Langaran et puis 3 cuves tirées brutes de cuves de la cave qu'on analyse, sur lequel on s'exerce très gentiment. On ne demande pas de devenir professionnel en 1 heure. Et puis ensuite, au gré de quelques éprouvettes et de quelques pipettes, on apprend, on vit la vie d'un vigneron et on apprend à faire un assemblage. Et cet assemblage magique et unique, on repart avec et on peut le déguster le soir chez soi ou l'offrir à quelqu'un qu'on aime beaucoup comme un trésor. C'est une très bonne idée parce qu'on repart avec son vin, avec sa singularité, parce que c'est nous-mêmes qui l'avons fabriqué et c'est vraiment un vin unique qu'on a fabriqué soi-même pour quelqu'un qu'on aime, par exemple. Exactement. En plus, on crée son étiquette. Si on veut, on repart avec un petit caillou parce que le trésor, en fait, ce sont les cailloux. On repart avec des images vraiment, j'ai entendu le mot bucolique, mais historique, symbolique, la femme, les hommes, drapés de grappes de raisin. C'est magnifique. Enfin, moi, je suis passionnée. Donc, les visiteurs repartent enchantés. Alors, parlez-nous un petit peu de ce vin du terroir de Montpellier, autour de Montpellier. On est très, 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 très loin de la piquette du Midi. C'est ce qu'on disait dans les années 60. Oh là là, c'est fini ça. Là, on est dans les grès. Il m'a gré de faire des grès de Montpellier. C'est un, voilà, à mon gré, ce sont les grès. Voilà, c'est un jeu de mots qu'il faut retenir. Ce territoire, cette zone va être reconnue par l'INAO dans un vin de 2e niveau. C'est une belle expérience, c'est une belle marche en avant. Nous sommes 50 vignerons à vinifier dans ces beaux cailloux et Langaran fête cette année son 40e millésime. Donc vous voyez qu'il faut du temps, le temps de la reconnaissance, le temps de l'élevage, le temps de la cuvée qui s'installe. Et c'est vraiment un moment unique. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi le label Vignoble et Signature est important pour vous ? Alors c'est Vignoble et Découverte. Vignoble et Découverte. Oui, c'est important de dire le vrai mot parce que c'est vrai, le cheminement. Voilà, c'est le cheminement d'années entières de la région. Il y a eu qualité héros, il y a eu plein d'engagements divers et variés. Moi, je suis aussi site d'exception du Languedoc, je suis monument historique, mais il fallait se fédérer. Il fallait que cette couronne autour de Montpellier ait une offre complète, dynamique, coordonnée, qui unisse l'histoire, le vin, l'intérieur de la ville, l'extérieur de la ville, la campagne, la ville, la bicyclette, la voiture, tout un tout unique qu'on est les seuls, je pense, à pouvoir proposer et qui devient maintenant une destination emblématique, Vignoble de Montpellier. Et quelles sont les différentes appellations et les cépages qu'on utilise chez vous ? Alors, l'appellation de référence au sein de l'appellation Languedoc, c'est Grès de Montpellier. Grès de Montpellier, c'est ça. Grès de Montpellier, et nous sommes des assemblages de Syrah, Grenache, Mourvèdre, peut-être un petit peu de Carignan, peut-être un petit peu de Cinsault, au cœur de l'inspiration de chaque vigneron.
Marie-Dominique Bellamy, le no-tourisme autour de Montpellier se développe, on y croit, c'est une belle aventure et en plus on part sur des vins de haute qualité. Alors, déjà, Diane vient de l'expliquer, hein, on est très très loin de ce fantasme de vin qui était de piètre qualité. Donc, il y a eu un énorme travail de la part des vigneronnes et des vignerons qu'il faut saluer parce que ça a permis de faire rayonner le territoire à travers le vin qui est indispensable justement quand on parle de plaisir, de convivialité, de découverte, de curiosité. Et aujourd'hui, on a la belle destination vignoble, donc qui va permettre encore une fois d'attirer l'attention sur nos vins. Et je pense qu'aujourd'hui, le no-tourisme, bien évidemment, la France est largement concernée par cette façon de découvrir une culture quelque part. Mais vraiment, là, Montpellier, sa métropole, son territoire, avec les acteurs, les vigneronnes, les vignerons, on est parti pour une belle page passionnante. Ça, je rejoins Diane, parce que nos visiteurs qui reviennent, et on leur dit merci d'être là, ils vont aller découvrir les domaines, ils vont aller découvrir les vigneronnes et les vignerons et déguster ces vins qui nous font tant honneur. Est-ce que vous avez une belle cave avec des beaux chais voûtés, Diane? Alors, voûtées, ça c'est les caves de 1632, 1700 et quelques. Alors, elles ont été, figurez-vous, transformées en cuisine au XVIIIe siècle. C'est extraordinaire. Alors, c'est pas la cuisine Schmitt, mais c'est fantastique. Il y a un four à bois, il y a un four à pain, il y a ce qu'on appelle une potagère. Ce sont des trésors qu'on découvre au gré des visites. Et puis, la cave elle-même, et ben, pendant les ateliers assemblage, si les visiteurs ont envie, on s'y rend et on traverse la cave à barriques, ça n'a rien. C'est un outil technique. La technique, c'est important, mais la passion, c'est plus important. D'accord. Et l'histoire d'Enguerrand, c'est une histoire de famille aussi avec votre maman. C'est pour ça que vous nous parliez du 40e millésime. C'est il y a 40 ans. C'est grâce à elle. Si en 1978, à une époque où on parlait absolument pas de la région, ma mère, cette folle, avec un grand F, et un grand F dans une folie. Vous voyez que les F sont importants chez nous. C'est ça, femme comme femme. Femme, exactement. Si elle n'y avait pas cru en tant que pionnière, mon père lui a dit on en boira toute notre vie. Bah, heureusement, mais on a changé de millésime. Donc grâce à elle, on a démarré. C'était tout petit, c'était embryonnaire, et puis j'ai eu l'envie, la passion de la rejoindre en 84, et voilà, on en est au 40e millésime. Et votre maman était hôtesse de l'air, je crois. Hein? Eh ben voilà. C'est ça. Voilà. Donc rien à voir. Rien à voir, elle a été sur les bancs de l'école à Bordeaux et elle a appris aux côtés d'Éric de Rothschild du fameux château Laffitte. Ouais. Et puis elle a fait ça à Lagnac. Vous connaissez le mot Lagnac? Bien sûr, voilà. Ouais, avec la passion et la... La passion, exactement. Et c'est ce qu'on essaie de transmettre à nos visiteurs parce que chez nous, c'est l'authentique. Voilà, chez nous, c'est une région qui s'est battue pour se faire reconnaître. Donc on partage cette dynamique. Merci beaucoup, Diane. Voilà. Merci de votre témoignage. C'est formidable ce que vous nous racontez. Ça nous donne encore plus envie d'aller, non plus à Montpellier, parce que maintenant Montpellier c'est fait, mais d'aller chez vous, à Enguerrand, voilà, vous découvrir. À Langaran qui rend galant, j'ouvre les portes. Absolument. Merci beaucoup. Vous êtes sur la commune de Laverune, hein, c'est bien ça. Laverune, exactement. Laverune. Merci beaucoup à vous pour votre participation à l'émission La France à découvrir qui va se terminer. Le mot de la fin, Valérie Paduano et Marie-Dominique, vous nous dites, venez à Montpellier, il y a encore des choses à faire, à découvrir. Il y a un art de vivre, c'est ludique, on se marre, on boit bien, on mange bien. Votre endroit préféré à Montpellier, Marie-Dominique? Alors, c'est la place de la Canourgue. Place de la Canourgue, le soir, au coucher de soleil? Toute la journée, du petit déjeuner au coucher. Et par contre, notre magnifique abbaye de Villeneuve-les-Maglones. Ah oui. Donc, au milieu des étangs, à moitié lagunaire, à moitié dans le vignoble, avec ce lieu est mystérieusement magnifique à découvrir. Et je rappelle que le territoire métropolitain regorge de petits joyaux comme Castries, avec des traditions autour de la bouvine pour Baillargues, Pérol, Latte. Donc il y a vraiment les fêtes de village à découvrir tout au long de l'année. Les fêtes votives. Les fêtes votives, oui, bon, il faut éviter de boire trop, hein, mais oui, bon, généralement c'est assez joyeux. Oui. Et puis j'attire l'attention sur le fait, comme là on parle de la saison, les festivals qui vont se succéder à Montpellier, que ce soit le festival des sports extrêmes qui est sur tout ce qui est rider, skate, BMX, etc. Donc pour le week-end de l'Ascension. Et ensuite, la Comédie du Livre, ils s'enchaînent tous. Montpellier Danse, Radio France, Arabesque, International de la guitare, jusqu'à l'automne. Et l'hiver, j'ai pas assez de temps pour vous dire, venez nous découvrir, on vous attend les bras ouverts. On retrouve tout ça, toutes ces informations sur le site du site de l'Office de tourisme, oui. Valérie. www.montpellier-du6
tourisme.fr. Merci beaucoup à vous toutes les deux d'avoir participé à cette émission. Et puis on se retrouve tous à Montpellier, évidemment. L'émission, on se retrouve dimanche prochain dans La France à découvrir sur Sud Radio. Bonne soirée, à bientôt. Sud Radio, La France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec l'Office de tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole, l'espace d'un séjour.